Congolaises, Congolais, chers concitoyens, notre pays vit en ce moment une situation qui n'a pas de précédent dans toute notre histoire commune. J'avais entendu m'ouvrir à vous de mes réflexions sur ces préoccupations le 5 juin 2015. Des événements malencontreux liés à l'annulation des examens du baccalauréat m'ont retenu à cet égard. Le calme est revenu, notamment après l'ouverture du Palais du Peuple à tous les vents. Je crois pouvoir, mieux, devoir en ce moment faire partage de mon regard sur le cours des choses. Depuis environ 2 ans, les Congolais à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays vivent l'angoisse au quotidien. Dans un monde où il ne se passe plus un seul jour sans que les images tristes, mais aussi de joie, en provenance de toute la planète, ne viennent envahir nos écrans. Chaque jour, nous voyons des images des peuples en but à des régimes qui terrorisent, qui massacrent ou mutilent leur propre population. Bien que les images plus réjouissantes des peuples, que s'ils libèrent des zouks, les tyrans viennent nous réconforter, elles n'éclipsent jamais la hantise de la bêtise humaine. Les Congolais, accablés par les rigueurs du quotidien d'un peuple délaissé, regardent avec admiration les nations africaines qui ont dompté l'alternance démocratique et profitent des dividendes de la paix et de la stabilité. Malgré tout, ils restent enthousiastes et piaffent de remettre leur pays dans la locomotive des pays qui tirent le continent de l'avant. Un tel contexte devait porter à gagner en recul et en tempérament lorsqu'on en est investi d'une charge publique dont le statut qui s'y rattache rehausse de symbolisme la voix qui s'exprime d'une telle chair. On ne pourra pas dire assez la surprise générale de voir que les tenants des pouvoirs publics dans notre pays sont dans une logique tout à fait contraire. Le gouvernement de la République et ses institutions, au lieu d'être le bouclier derrière lequel s'abritent les populations, sont devenus les principaux acteurs, les facteurs des inquiétudes qui règnent. Au lieu de rassurer quant au respect et au maintien de l'ordre, notamment l'ordre constitutionnel, ils redoublent et rivalisent d'imagination pour surenchérir sur la paix et la stabilité du pays. À croire que le pays est une aire de jeu où on peut jouer à tout, une heure de jeu où tout est permis. Avant-hier, les dignes paysans de notre pays, pêcheurs, cultivateurs et chasseurs, avaient brusquement été faits des sages du droit constitutionnel pour nous proposer des réformes constitutionnelles. Le ballet des contrées les plus reculées a vécu. Hier, les jeunes l'ont oublié dans le chômage. Quelques associations familiales, choisies sur le tas, étaient devenues ceux auprès de qui les pouvoirs constitués de l'État vont chercher conseil sur la marche des affaires de la nation. À la digne résistance morale des cadres et de l'élite politique du pays, on a opposé les rebuts de la société et tous ceux qui, de deux convenus en déchéance au fil des ans, n'ont plus rien à perdre. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui est à l'ordre du jour. Ce moyen de valeur inestimable pour le règlement des différends dans la société, legs des anciens depuis des temps immémoriaux, est galvaudé dans un rituel où l'État lui-même y passe. Dans nos us et coutumes, il ne peut y avoir pire affront que de truquer ou d'instrumentaliser le dialogue. Vertu cardinale
On ne recourt au dialogue que pour faire l'issière des vices, qui ayant eu raison des hommes, ont corrompu les mœurs et exposé les sociétés à tous les travers. Jamais. Mais alors jamais, aucun homme politique de premier plan dans notre pays n'a utilisé le dialogue dans une cohorte de vices pour chasser la vertu. Jamais le dialogue n'a servi à la subversion. Jamais le dialogue n'a été une arme braquée contre son propre peuple. Jamais. Le dialogue n'a été un piège comptant aux autres. Jean-Pierre Tchistet Tchikaya disait, je cite, « Plus jamais cela. Plus jamais les pouvoirs qui planifient la mort de l'autre. » Aujourd'hui, on dialogue pour planifier la mort des Congolais. On dialogue pour justifier la mort des Congolais demain. On planifie la mort des Congolais parce que les Congolais dans leur propre pays ne demandent rien que le respect de l'ordre, le respect de la loi. On leur a tout pris. On les a privés de tout. On planifie leur deuil parce qu'ils réclament le droit de vivre dans une société libre et démocratique. Face à l'escalade de la provocation sous toutes les formes, je romps le silence que je me suis imposé depuis plus d'1 an pour fixer des repères, pour que personne demain ne présente une défense d'ignorance s'il concourait de quelque façon que ce soit à endeuiller nos familles fragiles et vulnérables. Mon premier acte est de dire à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de ne point se tromper par rapport au spectacle qui leur est offert à la télévision et dans les médias de masse monopolisés. Il s'agit d'une simple propagande, une propagande trompeuse. Ceux qui s'agitent n'ont pas de choix que de faire semblant de croire en quelque chose. Ils ne croient pas en ce qu'ils font. Ils ne croient pas parce qu'ils n'ont rien pour y croire. Ils n'ont pas la loi avec eux. Ils n'ont pas la raison. Leur cause est condamnée au niveau national et international. Tous leurs alliés à l'intérieur du pays ont pris leur distance. Tous les régimes de ce type tombent les uns après les autres dans le monde. Ils n'ont pas d'avenir. Chers concitoyens, devant ce peuple qui a vaincu 1963 et 1989, le moment venu, chacun de ces propagandistes zélés trouvera son chemin. À mesure que nous approcherons 2016, il y aura de moins en moins de fidèles et de fanatiques, parce que la cause n'est pas juste. En 1993, j'avais pris la coordination du comité d'action de défense de la démocratie mouvement de jeunesse en cycle de KDMJ pour participer à la promotion et à la défense des idéaux et résolutions que nous avions tous acceptés à la conférence nationale souveraine de 1991. Mon adhésion à la démocratie en tant que valeur transcendantale était sans réserve. J'avais fait mienne la pensée de Martin Luther King qui disait, je cite, « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. » Fin de citation. J'avais mis ma vie sur l'autel de la démocratie. Dieu seul sait combien de fois lui seul a été mon sauveur entre le 5 juin et le 15 octobre 1997. D'avoir été aussi près de la mort à maintes reprises m'avait fait jurer à moi-même de toujours tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. J'ai vu trop de vies innocentes perdues en pure perte, trop de souffrances humaines, trop de destruction matérielle, pour ne pas me résoudre à être prêt à payer n'importe quel prix pour que l'histoire ne se répète pas. À l'intérieur de ma famille politique, dès l'après-guerre, nous étions un petit nombre à lutter contre le triomphalisme, à alerter contre les velléités d'hégémonie ethnique. Mais à mesure que nous sommes éloignés de 1997, de telles vérités sont devenues des critères de décision politique avec le culte de la personnalité comme fondement de l'action publique.
Comme toujours, quand on oublie l'histoire, on est condamné à la répéter. Aucun chaînon n'a manqué dans l'histoire récente du Congo de tout ce que l'on sait des totalitarismes. Comme dans les totalitarismes belliqueux du XXe siècle, du culte de la personnalité, on est passé à l'institutionnalisation de la personne, lui conférant de façon directe et indirecte tous les pouvoirs de l'État. La totalité des pouvoirs ne suffisant pas, il fallait les avoir de façon absolue. Cela a été fait. L'absolutisme ne suffisant plus, on voudrait désormais avoir la perpétuité. En somme, il faut avoir le pouvoir absolu à perpétuité. Voilà l'ambition. Nous avons été trahis. Tous ceux qui ont cru de bonne foi depuis 1991 ont été trahis. Ceux qui étaient présents à la première heure pour la démocratie sont soit morts, soit en prison, soit dans les placards, soit dans la résistance interne, soit encore dans l'opposition. Le pouvoir de l'État gît dans le clan. Nous luttions pour la démocratie, nous avons récolté l'autocratie. Nous avons été trahis. Nous allons continuer la lutte. Nous n'accepterons pas que la progression vers l'absoluté perpétuelle se poursuive. Le stalinisme et le nazisme nous ont déjà montré la suite. C'est l'élimination physique systématique de tous ceux qui tendraient à prendre la direction d'une contestation politique de ces ambitions macabres. L'élimination des leaders accomplis, on s'en prend ensuite aux populations sans défense. On les élimine sans compter pour mieux soumettre les survivants. Il ne faut pas l'oublier. C'est un fait vérifié et établi. Au XXe siècle, les totalitarismes ont fait plus de victimes contre leur propre population que la Deuxième Guerre mondiale. Chers concitoyens, jamais nous n'avons eu dans ce pays un texte constitutionnel aussi élaboré pour conjurer les démons de la division et les risques d'instabilité politique. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous n'avons jamais été au même moment aussi proches des démons que nous avons cru avoir muselés. De mémoire collective, c'est la première fois dans notre pays. Face à des faits évidents, face à des serments prêtés sur l'honneur et face à un droit qui n'a pas besoin d'être interprété, que des acteurs politiques entreprennent sciemment, méthodiquement, au vu et au su de tous, sous la lumière, d'organiser un assaut contre la paix, contre l'ordre et la stabilité. Personne n'a démontré en quoi la Constitution actuelle a été nuisible pendant 13 ans. Personne n'a démontré ce que nous avons perdu avec cette Constitution. Personne non plus n'a démontré ce que nous gagnerons avec le changement, en dehors du statu quo. Aujourd'hui, pour la première fois dans ce pays, sans aucun flou, les masques tombent. On sait désormais qui joue quel rôle. On sait qui planifie les malheurs et la mort des Congolais. Chacun voit de ses propres yeux l'attitude de chaque acteur politique. Chacun observe chaque acteur politique dans ses faits et gestes. Tout est enregistré. On ne pourra plus distribuer les rôles après coup, comme on fait d'habitude, pour attribuer les mauvais rôles aux autres et s'accaparer des rôles usurpés. La volonté de braver tout le monde est claire. Celle de conduire le pays dans l'abîme est manifeste. Après la logique « l'État c'est moi », nous allons vers la logique « le Congo c'est moi ». Cela est inadmissible. C'est inacceptable. Mes chers concitoyens, une lutte acharnée avait été menée contre le président Pascal Lissouba, qui avait été élu de façon libre et transparente pour l'empêcher de confisquer les pouvoirs de l'État. C'était une lutte sans merci. Tous les moyens avaient été utilisés contre lui. Et j'y faisais partie. Le président Pascal Lissouba
ce grand homme, plus souvent mal compris que mal intentionné, n'a jamais, mais absolument jamais rien fait pour revenir au pouvoir. Il n'a jamais acheté une seule munition, une seule arme pour reconquérir le pouvoir. Tous les Congolais le savent. Personne n'a jamais démontré le contraire. Nous devons aujourd'hui reconnaître que les années de tranquillité relative que nous connaissons depuis plus de 15 ans maintenant ne sont pas seulement le fait de ceux qui s'autoproclament à longueur de journée chantres de la paix, mais le fait que les hommes comme Pascal Lissouba, Jean-Pierre Tchister Tchikaya, André Milongo, Bernard Kolela, Joachim Yombe Opango ont privilégié l'intérêt général dans des situations complexes que notre pays a connues. Depuis lors, ces hommes, chacun à sa façon, ont tous été des artisans de la paix. C'est aussi grâce à eux qui n'ont jamais mobilisé leur carnet d'adresses et leurs bases ethniques respectives que nous avons été en paix pendant toutes ces années. Personne ne peut sérieusement contester que s'ils l'avaient voulu, ensemble ou individuellement, Tchister Tchikaya, André Milongo, Bernard Kolela, Joachim Yombe Opango n'auraient pas pu être des causes de graves perturbations. Ils pouvaient continuer à être des causes de troubles, mais ils ont choisi la paix. Je leur rends hommage et je salue très respectueusement leur dévouement à la nation. D'autres hommes et des femmes de paix sont dans la réserve de la nation. Il y en a dans toutes les régions, à tous les niveaux de l'État, de la société civile et des couches sociales. Des responsables religieux ont prêché, ne cessent de prêcher la paix. Des étudiants, des associations, des diasporas congolaises de partout essaient de mieux qu'ils peuvent de se faire entendre. Mais la machine à détruire veut tout écraser sur son passage. Les extrémistes de tout acabit rivalisent dans leur jusqu'au boutisme. Des nouvelles nous parviennent sur le financement et les soutiens multiformes que les pouvoirs constitués du Congo apportent aux autocrates à travers le monde, notamment à ceux qui essaient de se cramponner au pouvoir, au mépris de leur peuple. Ces nouvelles portaient avant tout sur le Burkina Faso. Elles portent maintenant sur le Burundi. Le gouvernement ne les a pas démentis. Si tout cela s'avérait, notre pays, sous le contrôle de quelques extrémistes, serait en train de devenir le foyer du financement de la répression des peuples dans le monde. À notre corps défendant, nous devenons des acteurs et des facteurs de troubles à la paix et à la sécurité internationale. Il n'est pas admissible que l'argent des Congolais serve à financer le malheur des autres peuples. Nous ne pouvons pas laisser ces faits se perpétuer. Nous devons tous nous mobiliser, au niveau national et international, pour leur opposer l'autorité de la loi et de l'ordre. L'article 50 de notre Constitution nous oblige. Il dispose que tout citoyen doit préserver la paix, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale et contribuer à la défense du pays. Nous devons tous agir pour la paix. Le moment n'est pas celui de céder à la facilité, de pointer le doigt accusateur sur qui que ce soit. Pour quoi que ce soit, à tort ou à raison, c'est le moment d'agir, de se battre pour construire un autre avenir, plutôt que d'aller chercher ce qui a pu nous opposer dans le passé. Avec les hommes et les femmes déterminés de toutes les régions qui nous entourent, nous tiendrons la devise qui était déjà la nôtre depuis les bancs du gouvernement. Ceux qui rencontrent la démocratie, nous trouverons sur leur chemin. Chers concitoyens, le Congo a triomphé de toutes les tyrannies du passé. Il triomphera de toutes les aventures sur cette voie. Les responsables religieux ont récemment pris leurs responsabilités en disant, à haute et intelligible voix,
ce qui leur semble être la voie de la concorde et l'harmonie sociale. Nous les saluons. Nous saluons toute la mobilisation de la diaspora. Nous saluons les responsables de l'opposition qui refusent d'être muselés. Ils ont adopté une attitude responsable, digne et exemplaire. Puisse la nation en prendre acte. Nous saluons les responsables politiques de la majorité qui ont pris leur distance avec la coalition des radicaux et des comploteurs. Ils ouvrent la voie à tous ces nombreux résistants de l'intérieur qui ne se sont pas encore exprimés, mais qui le feront avec bravoure le moment venu. Nous les saluons les uns les autres. Nous saluons tous les acteurs sociaux qui éveillent les consciences et entretiennent la flamme patriotique dans les quartiers et les villages. Nous vous saluons, chers amis de la presse. Vous sentez nos efforts à tous n'auraient que des effets limités. Vous qui luttez pour la liberté de l'information et pour la survie d'une profession indispensable à la démocratie. Nous saluons les jeunes de notre pays qui sont à l'avant-garde de tout changement et leur demandons de prendre en main leur destin. Nous saluons les femmes du Congo qui ont toujours tant payé des erreurs politiques et qui ne peuvent pas laisser ceux qui professent le retour des violences prospérer. Ni les jeunes, ni les femmes ne se laisseront abuser. Les cœurs des Congolais ont trop saigné. La grande majorité silencieuse au sein du PCT donne à penser à la minorité des extrémistes qu'ils peuvent impunément menacer l'ordre de la paix. En tant que député de la majorité, j'assume publiquement et je serai et j'agirai toujours contre les manœuvres des conspirateurs et des fossoyeurs de la démocratie. Je lance un appel à tous les députés de la majorité, à tous les députés de tous les bords politiques, à se souvenir des motifs de la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs de l'État sont séparés pour que les uns arrêtent les autres quand il y a risque de dérive. Nous sommes le pouvoir parlementaire. Nous devons arrêter le pouvoir exécutif s'il succombe à des ambitions contraires à sa vocation et s'il outrepasse ses limites. Nous sommes les députés de la nation. Nous ne sommes pas les représentants d'un clan. Nous faisons les lois de la nation. Nous ne pouvons subir que les lois de la nation. Je m'adresse au Sénat de la République, qui n'est pas un comité de partisans. Le Sénat est la chambre haute. C'est la sagesse qui l'élève au cime de la nation. Il ne peut agir en dehors de la sagesse. Les sénateurs avaient sauvé la République à Rome, face à un César, qui voulait toujours plus de pouvoir. Tous les pouvoirs et la perpétuité. Il est depuis devenu une tradition que le Sénat sauve la République et la démocratie. Les sénateurs du Congo doivent sauver le Congo. Je salue les membres du gouvernement qui ne font pas mystère de leur opposition au changement de la Constitution. Nous comptons que les autres sauront prendre position le moment venu. Mes chers concitoyens, nous devons tous être prêts, chacun là où il se trouve. Il n'y a pas de petits efforts quand nous sommes nombreux à les fournir. À l'intérieur ou à l'extérieur du Congo, au sein ou en dehors de l'État, soyons prêts à agir. Il y a eu le printemps arabe. Avant lui, il y a eu Madagascar. Le tour du Burkina Faso est passé. Les peuples ont gagné. La RDC a résisté. Le peuple a dit non. Les Burundais refusent de se laisser démonter. Je leur souhaite plein succès. Le tour du Congo viendra. Il est en train d'arriver. Approprions-nous la leçon du philosophe Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Fin de citation. Soyons donc prêts à agir pour l'avenir de notre pays. Il y a eu la phase des paysans conseillers constitutionnels d'État. Il y a eu la phase appelée consultation. On a annoncé la tenue d'un dialogue qui ne sera un énième monologue. Tout cela ne doit tromper personne. Nos regards doivent rester rivés sur le calendrier et la loi. Nous ne pouvons nous distancer d'un iota de nos objectifs, qui sont tous justifiés par la morale,
la loi, par l'ordre, et qui rencontre les vœux de la nation et de la communauté internationale. Il s'agit de la tenue des élections dans le respect du calendrier et selon les règles acceptées par toutes les parties prenantes. Aucun divertissement ne nous concerne, quel que soit le nom qu'on lui donne. Je dis bien, aucun divertissement ne nous concerne, quel que soit le nom qu'on lui donne. Dialogue ou consultation. Aussi, je lance un vibrant appel à tous les Congolais. L'heure du rassemblement a sonné. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ensemble, allons ouvrir démocratiquement les portes du futur en 2016. Ma conviction profonde est que l'alternance démocratique et politique est une chance que nous devons saisir. Nous sommes déjà nombreux et suffisamment qualifiés dans tous les secteurs de la vie nationale pour mener le Congo sur la seule voie qui compte, celle de la démocratie et du progrès social. 2016, c'est demain. 2016 est une chance qui nous attend au versant de l'année en cours. Elle est saisissable. Mais elle ne peut être cueillie que si aucun de nous ne manque au rassemblement. Face à l'appel du destin, les absents à l'Union nationale auront tort. Nous ne sommes pas seuls. Les Nations unies, l'Union africaine et l'Union européenne ont montré leur constance en faveur du respect des constitutions et de la démocratie en Afrique. Le président Barack Obama l'a dit et redit. Le président François Hollande n'a manqué aucune occasion de le rappeler. Même tout récemment, toutes les femmes et tous les hommes illustres sont à l'unisson des peuples pour porter le message du respect des constitutions, des peuples et de la démocratie. Nous devons être prêts à porter cet élan international. Enfin, mes chers concitoyens, confions notre passé à la miséricorde de Dieu, notre présent à son amour et notre avenir à sa providence. Je ne le dirai jamais assez, mes chers concitoyens, où que vous soyez, soyez vous-même et soyons prêts. Vive la République, vive la démocratie, je vous remercie.